Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles à Radio Sénégal. 19 heures au micro, François-Xavier Diao. Les titres de cette édition, jour 2 de la visite d'État du président Macky Sall en France. Après la visite de Alstom ce matin, le chef de l'État était dans l'après-midi au musée du Quai Branly. Sur place, une convention a été signée avec le musée des civilisations noires de Dakar. Le point sur le séjour du président en Hexagone avec notre envoyé spécial Cheikh Diop dès le début de ce journal. La colère des étudiants de Dakar et Ziguinchor. À l'UCAD, ils réclament 2 mois d'arriérés de bourse. À Ziguinchor, ils ont décrété une grève illimitée pour demander plus de moyens pour leur centre régional des œuvres universitaires. Amadouba parmi les 10 ministres africains de l'économie qui font bouger le continent. Le Sénégalais occupe la 3e place du classement d'Africa Performance Index. Notre pays est cité en référence en matière de gestion des finances publiques par ce rapport. Le chiffre est alarmant. 34 millions d'enfants africains sont non scolarisés. C'est le résultat de l'étude menée par l'African Child Policy. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a présidé ce matin le lancement de ce rapport. Campagne de retrait des enfants, le point, 1200 enfants retirés de la rue. Le chiffre est avancé par Nyoko Diouf. Il est le directeur de la protection de l'enfance. Dans la deuxième partie de ce journal, les sports, ce sera avec Bono Abadian. Et puis en fin d'édition, la revue de presse signée Khali Amadou Narfal. Bienvenue à toutes et à tous. Macky Sall était ce matin à Strasbourg, c'est dans l'Alsace, dans le Grand Est français. Là-bas, le président Sall, en visite d'État en France, s'est rendu à l'usine d'Alstom, ce géant français spécialisé dans les transports, notamment ferroviaires. Alstom est en effet chargé de la construction du TER, le train express régional. Et dans l'après-midi, le président Sall s'est rendu au musée du Quai Branly. Cher Diop, bonsoir. Vous êtes à Paris et vous avez suivi toutes ces étapes. Voilà, des étapes menées au pas de charge par le chef de l'État Macky Sall. Vous l'avez dit tout à l'heure, il était au Quai Branly. Quai Branly, c'est un musée qui a été construit par le président Jacques Chirac. Et le président de la République a visité l'ensemble du musée et la grande et forte collection d'objets souvent qui viennent d'Afrique, d'Amérique et d'Asie. Le président de la République s'est réjoui donc de cette visite et de ce qu'il a vu. Mais le clou de cette visite, François-Xavier Diao, ça a été la signature de contrat de coopération entre le musée du Quai Branly et le futur musée des civilisations noires qui sera installé à Dakar. Les deux directeurs, le directeur du musée du Quai Branly et le professeur Amadi Bokoum, par ailleurs directeur de l'Institut fondamental d'Afrique noire Liban, ont donc signé ce document. Il ne s'agit pas seulement, François-Xavier Diao, d'échange d'objets, mais la convention va au-delà. Nous a dit Amadi Bokoum, on peut par exemple penser à des échanges personnels entre le Quai Branly et le musée des civilisations noires. Vous le savez, le musée du Quai Branly date de 10 ans. Le musée des civilisations noires va bientôt démarrer. Donc, c'est une expérience française à mettre à la disposition de ce musée. Peut-être, François Xavier, juste préciser que quand vous visitez le musée Quai Branly, et ça, le président de la République s'en est réjoui, il y a 2 objets du Sénégal, c'est des mégalithes, une mégalithe de 6 tonnes qui est au niveau du Quai Branly et les masques Diola qui ont été mises en place ici depuis la période coloniale en France et qui ont été déplacées vers le musée du Quai Branly. Le chef de l'État s'est réjoui en tout cas de cette visite. Il a félicité les 2 musées pour l'acte qu'ils viennent de poser aujourd'hui, un acte de coopération entre le musée du Quai Branly et le musée de civilisation noire de Dakar. Auparavant, vous l'avez dit, le président de la République était à Alstom. Il était parti visiter le site de Reichshofen. C'est un site qui se trouve à Strasbourg. C'est pour voir des conditions dans lesquelles François-Xavier Diao, le train express régional sera réalisé. En tout cas, le président a eu à rencontrer de nombreux ouvriers du chantier aux environs de 1500 ouvriers qui sont presque petits. Tous disent merci au
de la République, parce que vous savez, cette commande du Sénégal est une aubaine pour ses ouvriers, des heures de travail supplémentaires. Il a été accueilli par le PDG de Alstom, le ministre français en charge des transports était aussi présent. Le président de la République qui a eu à monter à bord d'un prototype de train express régional et qui est réalisé actuellement pour la SNCF française. Donc ce prototype-là a permis au chef de l'État de voir de plus près ce que va donner le TER au Sénégal. Voilà donc une journée chargée. Avant de vous quitter, rappeler l'agenda du chef de l'État pour demain. En vérité, l'acte officiel démarre demain. Par les invalides, le président de la République va recevoir l'honneur de l'armée française dans ses différentes propositions. C'est une cérémonie extrêmement importante. On ne voit pas tous les jours donc, pour le président étranger. Donc, c'est les invalides qui va accueillir dans la le président de la République. Ensuite, le capitaine de palais de député, Macky Sall, qui aura un entretien d'environ 40 minutes avec le président français François Hollande. Ensuite, il y aura une conférence de presse entre les deux chefs d'État et la presse sénégalaise et étrangère basée ici à Paris. Donc, des moments que vous pourrez peut-être voir suivre François-Xavier Diaw sur les antennes de Radio Sénégal. Voilà, Cheikh Diop, donc en direct de Paris, et toutes nos excuses pour la qualité quelque peu défectueuse de cette liaison téléphonique, mais on aura retenu l'essentiel, les deux grandes étapes du séjour français du président Sall. Ce matin, il était à Strasbourg pour visiter justement les chantiers du TER, le train express régional, et puis dans l'après-midi, il s'est rendu au musée du Quai Branly, qui a signé un accord de partenariat avec le musée des civilisations noires de Dakar. Nous retrouverons Cheikh Diop, notre envoyé spécial à Paris, lors de nos prochaines éditions. Le ministre sénégalais de l'économie et des finances du plan 3e dans le classement d'Africa Performance Index, parmi les 10 ministres qui font bouger l'Afrique. Le pays est cité en référence en matière de gestion des finances publiques et l'API vient de publier son classement deuxième du genre. Khadifal Koulibaly. Le ministère de l'économie, des finances et du plan, avec à sa tête Amadou Ba, troisième des plus performants qui ont fait bouger l'Afrique en 2016 dans le classement d'Africa Performance Index. API est un outil de recherche, d'évaluation, de notation et de classement des institutions du secteur public. Le Sénégal se distingue comme troisième par l'intégration de nouvelles zones industrielles dans son processus de développement. La transparence dans la gouvernance fiscale et la communication financière sont des points d'amélioration dans lesquels le pays doit continuer d'investir, particulièrement avec l'avènement d'outils e-gouvernance qui permettent d'améliorer la reddition des comptes dans la gestion des affaires publiques. Le Sénégal partage ses références avec les ministères de l'économie et des finances ainsi que celui du budget de la Côte d'Ivoire qui occupe les premières et deuxièmes places dans le classement API. Khadifal Koulibaly, situation de l'enfant en Afrique. Plus de 34 millions d'Africains sont non scolarisés. C'est ce que révèle le rapport 2016 sur le bien-être de l'enfant publié ce matin à Dakar. Le centre panafricain, l'African Child Policy Forum, qui a mené l'étude de plaide pour une augmentation du budget alloué au secteur de l'enfance pour des actions plus coordonnées. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a présidé ce matin le lancement du rapport Tida Saleh. Selon le 4e rapport africain sur le bien-être des enfants, 34 millions d'enfants ne sont pas scolarisés. Beaucoup d'entre eux subissent encore des violences physiques et 17% ne sont pas vaccinés contre la rougeole. Une situation que le Centre African Child Policy Forum impute à l'inefficacité des prestations des services publics, leur manque de coordination et surtout leur manque de moyens financiers, car peu d'États allouent 9% de leur PIB à l'enfance, d'où un plaidoyer pour plus de moyens. Théophane Nikiema, directeur exécutif de l'African Child Policy Forum. Le rapport conclut avec 6 recommandations ou 6 domaines d'action prioritaires. La première, autour de la nécessité d'articuler et de développer une vision partagée pour les enfants, de prendre des mesures concrètes pour renforcer les capacités des organes gouvernementaux chargés des affaires de l'enfance, de créer un mécanisme intersectoriel et hiérarchique dédié à la coordination de la mise en œuvre des droits de l'enfant, augmenter les allocations budgétaires destinées aux structures et aux programmes bénéficiant aux enfants et veiller à leur utilisation efficace et efficiente,
et finalement écouter les enfants et prendre en compte leur vue. Le rapport de la CPF salue les efforts faits par le Sénégal en matière de protection de l'enfance, mais le gouvernement veut aller plus loin en adoptant bientôt un code de l'enfant. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Nous avons réduit de manière significative le nombre de décès d'enfants de 134 décès pour 1000 naissances vivantes en 2000 à 47 en moins de 15 ans. Les enfants de 0 à 5 ans bénéficient d'une protection médicale, sociale. Le général Lamine Cissé, président de l'Observatoire international de la démocratie et de la gestion de crises et conflits, et l'artiste engagé Kumbagallo Seck ont tous invité les États à doubler d'efforts pour mieux protéger les enfants du continent. En marge de cette cérémonie de lancement du rapport sur le bien-être de l'enfant, le directeur de la protection de l'enfance est revenu sur la campagne de retrait des enfants de la rue. Selon Nyokhobaye Diouf, l'opération se poursuit et à ce jour, plus de 1200 enfants sont retirés de la rue et les familles concernées appuyées. Nyokhobaye Diouf au micro de Tida Sané. À ce jour, nous avons réussi à retirer un peu plus de 1200 enfants de la rue, composés d'enfants sénégalais et d'enfants non sénégalais, notamment des pays de la sous-région. Nous avons procédé à 3 retours d'enfants pour ce qui concerne le cadre du plan de retrait, mais d'autres structures comme Empire des enfants, comme les villages pilotes, Famille Social également, ont procédé à des retours dans la sous-région. Ce qui fait que le cumul a près de 300 enfants qui sont retournés dans le pays d'origine. Actuellement, nous avons un groupe de 34 enfants bissau-guinéens qui sont prêts à être retournés dans le pays d'origine. Nous avons déjà identifié 20 de leurs familles. Il nous reste les 14 familles à identifier pour pouvoir conduire le groupe hors de nos frontières. Globalement, nous avons, durant les 6 mois que conduit cette opération, accompagné aussi bien les familles, c'est-à-dire les femmes avec des enfants qu'on a trouvés au niveau des feux rouges, que les mères coraniques qui étaient en charge de l'éducation de ces enfants. Nous avons donné des vivres et une dépense pécuniaire pour leur permettre, pendant ces 6 mois, de vivre. Et ensuite, la dernière opération va se tenir jeudi prochain. Ce sera la dernière opération d'appui en vivres et en dépenses. Et à partir de là, l'ensemble des mères coraniques vont bénéficier d'un projet d'autonomisation pour leur permettre de pouvoir vivre plus tard de leur propre moyens. Voilà, Nyokhobaye Diouf, directeur de la protection de l'enfance. La Fédération Pencum Dakarou s'engage dans la prise en charge des couches les plus vulnérables. C'est dans ce sens qu'elle compte mettre en œuvre 7 projets dans les domaines de la santé et de l'éducation. Les principales cibles sont les enfants, les jeunes et les femmes des communes de Yoff, Dalifort, Cambérène, Ouakam, Guédiawaye et Sébikotane. La Fédération a signé ce matin des protocoles de partenariat avec les inspections d'académie de ces communes d'intervention Côte d'Ivoire. Les 7 projets de la Fédération Pencum Dakarou sont axés dans la prise en charge intégrée de la petite enfance, la prise en charge de la santé des adolescents et des jeunes et la préparation des jeunes à l'emploi. Djibril Ndoye est le président du conseil d'administration de la Fédération Pencum Dakarou. L'ensemble de ces projets ont un objectif de développement communautaire. Autrement dit, ils visent à apporter un changement positif et durable dans la vie des enfants et des jeunes. L'amélioration de la qualité des conditions d'enseignement et la gouvernance scolaire préoccupe aussi la Fédération. Djibril Ndoye. Nous allons renforcer la capacité de 80 enseignants en didactique du français et des mathématiques. Organiser des cours de soutien pour 1200 élèves des écoles publiques en difficulté en français et en mathématiques. Appuyer à la mise en place et à la redynamisation des 12 gouvernements scolaires dans 12 écoles élémentaires. Promouvoir l'hygiène en milieu scolaire dans 24 écoles élémentaires. Pour la meilleure coordination des activités à la base, la Fédération a signé des protocoles de partenariat avec les inspections académiques des communes de Yoff, Cambérène, Guédiawaye, Sébikotane, Ouakam et Dalifort. Baboucar Diouf est inspecteur académique de Diamniadio. La formation continue est un volet extrêmement important de la formation générale des enseignants. Et s'il n'y a pas un dispositif fonctionnel, vous savez que les enseignants ne pourront pas peut-être suivre la cadence. Mais avec ce protocole-là, je crois que nous ferons davantage de formation continue avec l'organisation d'ateliers, mais également
un suivi permanent des enseignants jusque dans les classes. Donc c'est un protocole extrêmement important pour nous et nous allons dérouler toutes les activités qui sont inscrites dans ce protocole-là. Le PCA de la Fédération Pentium Dakaro appelle les structures de l'État, les leaders et groupes communautaires à contribuer à la mise en œuvre de ces projets, ce qui permettra, selon Djibril Ndour, d'atteindre les résultats escomptés. Radio Sénégal sur l'ensemble de son réseau synchronisé à 19h15. Jet de pierre contre grenades lacrymogènes. Étudiants et policiers se sont affrontés encore une fois ce matin à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants qui réclament 2 mois d'arriérés de bourse ont voulu manifester et ils ont été stoppés net par les forces de sécurité. Le reportage est signé Aminata Faye. De grosses pierres sur la route auparavant barrée, un véhicule de police stationné avec des éléments bien positionnés, armes et lacrymogènes à la main. C'est le décor trouvé devant l'entrée principale de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants démontrent ainsi leur mécontentement. Ce qu'ils réclament, 2 mois d'arriérés de bourse. Situation jugée inadmissible par les étudiants qui en auront le bol. Mamadou Diagne Sow. Tout étudiant doit bénéficier de sa bourse parce que c'est le minimum, parce que vu les conditions, c'est un peu difficile. Donc moi je vous dis que c'est anormal et un peu injuste. Je pense que l'État doit regarder ses moyens et doit regarder sa façon de faire parce que c'est anormal et injuste qu'un étudiant puisse rester 5 ou 3 mois sans recevoir de bourse. Plus loin, une foule d'étudiants subissent les effets du gaz lacrymogène. Mamadou Sagna, mouchoir à la main, tout en essuyant ses larmes, déplore la situation, mais aussi dénonce la stratégie de lutte adoptée par ses camarades. Je dis à mes frères étudiants, quand ils veulent réclamer quelque chose, je pense qu'il y a d'autres voies. Il faudrait à l'avenir regarder nos moyens et nos stratégies de faire, parce que c'est anormal qu'on puisse faire à chaque fois des fronts et des fronts. Il y a des gens qui passent ici au niveau de la VDN. On bloque toute une journée ou une heure l'autoroute ici, donc c'est que la circulation, c'est anormal. Nous devons regarder nos stratégies de faire. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar a vécu une matinée mouvementée. Les étudiants députés par les retards incessants de paiement de leur bourse comptent aller jusqu'au bout de leur combat. Vous l'avez dit à Aminata Faye, les étudiants réclament le paiement de leur bourse, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un étudiant non inscrit ne peut prétendre à une bourse. Il faut d'abord procéder à un filtrage pour savoir qui doit être payé. Ceci étant déjà fait, le paiement des bourses a démarré vendredi. C'est l'assurance donnée par le directeur des bourses qui ajoute avoir envoyé un communiqué à la cellule de communication du ministère de l'Enseignement supérieur, d'où l'étonnement et la surprise de Lansana Konaté. Il le dit ici au micro de Mariama Mané. Vous savez qu'on est en début d'année. Bon, normalement, dans les textes qui régissent les bourses, on doit payer les bourses quand les étudiants sont une fois inscrits. Malheureusement, la situation est telle qu'à l'heure actuelle où on parle, personne n'est inscrit encore, ce qui concerne les anciens bacheliers. Alors, ce que le ministère fait en général, c'est d'anticiper sur ces bourses-là. C'est-à-dire on paye des gens qui ne sont pas encore inscrits. Mais pour ce faire, il y a des règles. On choisit les gens qui n'ont pas de contraintes de renouvellement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas payer des gens qui vont sortir. Ça, je pense que tout le monde peut comprendre. Les gens ont été payés jusqu'au mois de juillet passé. L'année universitaire va donc de octobre à juillet. Au mois de juillet, ils reçoivent les 3 mois de vacances. Donc, à la reprise, c'est-à-dire au mois d'octobre, on essaie de faire un filtrage, comme je viens de l'expliquer, pour voir ce qui sont payables. Et à ce que je sache, donc, ces paiements ont été faits à partir donc, du vendredi passé. Nous avons été informés que les paiements ont démarré. Moi, je ne comprends pas qu'ils occupent en ce moment la route pour dire qu'ils ne sont pas payés. Les paiements ont démarré depuis le vendredi passé. C'est sûrement un problème de communication? Non. J'ai moi-même fait un communiqué que j'ai envoyé à toutes les universités. Je pense que la cellule de communication du ministère l'a fait diffuser également, dans lequel je disais évidemment que les paiements ont démarré depuis vendredi 16 décembre et que les paiements en question concernent les rappels des bourses de subvention des étudiants tardivement inscrits, mais également les bourses du mois d'octobre et de novembre pour les étudiants qui n'ont aucune contrainte pour le renouvellement de leur allocation d'études au titre de l'année 2016-2017. Si les paiements ont démarré, je ne vois pas pourquoi ils se mettraient quand même dans la rue pour réclamer encore des paiements. Voilà, Lansana Konaté, directeur des bourses. Pendant que les étudiants de Dakar réclament des bourses, leurs camarades de Ziguinchor, eux,
ont décrété une grève illimitée. Ce sont donc les étudiants de l'université Hassan Sek. Ils jugent insuffisants et dérisoires les 750 millions de francs CFA destinés au fonds de roulement de leur CROUS. C'est le Centre régional des œuvres universitaires CROUS créé récemment. À ce propos, voici le président de l'amicale des étudiants de l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Il s'appelle Malik Niang et il parle au micro de Mariama Penda Diallo. Aujourd'hui, nous avons procédé à l'arrêt de toute activité pédagogique ici à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Parce que nous avons constaté depuis 3 mois, nous sommes dans cette université, mais il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de centre médical, il n'y a pas de pavillon à vivre. Par la suite, il y a la nomination du directeur de CROUS. On l'a nommé avec un budget de 750 millions, ce qui est insuffisant par rapport à l'attente du CROUS qui attendait un budget de 2,5 milliards pour fonctionner mieux. Pour cela, nous demandons à ce que le ministre accepte de rencontrer tous les étudiants avec la communauté universitaire, y compris les professeurs et les personnels administratifs et la société civile, pour qu'on puisse discuter sur les tenants et les aboutissants du CROUS. Et jusqu'à présent, nous demandons cette audience au ministre et le ministre refuse de nous rencontrer. Seulement la restauration des étudiants pendant une année, ça fait un coût global de 2 milliards. Donc si nous voyons que le CROUS doit gérer le restaurant des étudiants, doit gérer la dotation du centre médical en médicaments et aussi il doit gérer les pavillons, et nous voyons seulement l'enveloppe financière du restaurant dépasse 3 fois le budget du CROUS. Et ce qu'on a peur, c'est qu'on roule 3 mois et le budget se termine et on revient pour mener des grèves incessantes pour demander à ce qu'on nous met dans des conditions minimum. En tant qu'étudiants, nous avons le droit de demander le minimum comme les autres camarades des autres universités. Et nous, étudiants de Ziguinchor, nous avons constaté que tout ce que l'État fait dans les universités, il laisse en rade les étudiants de Ziguinchor. On se considère même comme les orphelins du Sud et c'est pas normal. Nous sommes des Sénégalais au même pied que d'autres Sénégalais. Et l'État dit qu'il y a une égalité de sens dans l'université publique et c'est pas normal que l'université de Ziguinchor empâtisse de sa position géographique. Voilà, les étudiants de Ziguinchor qui réclament une égalité de chance. Malik Niang, président des étudiants de l'université Hassan Sek de Ziguinchor. La météo a lancé l'alerte depuis 2 jours maintenant. La mer est agitée par une houle dangereuse, mais rien n'y fait. Certains pêcheurs affrontent le gland bleu à la recherche du poisson et cela, c'est à leur risque et péril. À Soumbédioune, par exemple, le drapeau rouge indiquant le danger est bien là, mais des pêcheurs sont partis en mer ce matin. Jamila Koli. Quai de pêche de Soumbédioune, un endroit bien animé. Ici, si certains pêcheurs arrivent à l'instant, après des jours passés en mer, d'autres s'apprêtent à y aller. L'alerte de la météo sur la houle n'a aucunement ébranlé les pêcheurs. Là, les pêcheurs sont partis, mais les 2 jours passés, il y avait des remous en mer. N'empêche que les pêcheurs ont quand même affronté le grand bleu. Trouvé en train de pousser sa pirogue dans les eaux avec ses collègues, cet homme explique qu'il va en mer, mais avec beaucoup de prudence. Nous allons pêcher, mais nous suivons tout le temps les infos de la météo. Et actuellement, nous n'allons pas en haute mer. Il est hors de question de se prélasser vu l'ampleur des charges familiales. Nous sommes obligés d'aller en mer pour subvenir à nos besoins. Ce n'est pas la météo qui va le faire à notre place. Leur drapeau rouge là, on ne s'en préoccupe pas. On se prépare à aller en mer. C'est vrai, la mer était houleuse il y a 2 jours de cela, mais nous sommes obligés d'y aller. Nous n'avons pas le choix. À Soumbédioune, malgré le drapeau rouge accroché sur un poteau par les agents de l'ANACIM, les pirogues à tour de rôle prennent le grand bleu sans hésiter.